Dans ce premier épisode, je suis avec Alex et Armand et on va parler des trois types de galères, les galères mentales, les galères techniques et les galères organisationnelles. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Nickel Chrome, premier épisode, alors je suis très content d'être avec vous les gars. Première question pour entrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que par exemple Alex, toi tu as déjà eu à faire face à l'une de ces trois galères, donc galère mentale, galère technique ou galère organisationnelle? On va venir les détailler un petit peu plus après. oh que oui. J'ai, je crois qu'en fait moi c'était plus le galère organisationnel et je suis encore dedans parce que je suis papa depuis 7 mois maintenant. Donc en termes de galère organisationnelle, c'est un sacré challenge aussi. Après, niveau galère technique, je pense que c'était plus ouais, quand je débutais. Là, maintenant, je me forme au fur et à mesure, donc c'est plus de l'apport de skills. Mais ouais, c'est plus galère organisationnelle et aussi galère mentale. Aussi le fait de se donner trop la pression, ouais, surcharge mentale, etc. Le fait ouais, de toujours vouloir mettre le curseur un peu plus loin. Donc, ouais, plein de choses à dire sur tous ces sujets-là. Bon, ça roule, on va avoir l'occasion d'en discuter. Et toi alors Armand? Moi je dirais aussi galère mentale et galère organisationnelle. Les galères techniques en fait je les évite via la galère mentale. Je suis surtout en autopression et du coup j'évite de prendre des missions où je sens que je vais pas être le meilleur ou sur des technos que je connais pas trop. Du coup on va dire que les galères techniques c'était vraiment pareil au début. Là j'en ai un peu moins. Et galère organisationnelle carrément. La balance perso-pro, moi, elle est pas du tout là. Et puis, du coup, ça a été aussi pour ça que j'ai adopté un petit chien pour pouvoir justement avoir plus de côté perso et faire des césures avec le travail. Du coup, je me reconnais un peu pareil dans la même approche qu'Armand, dans le sens où je vois pas de galère technique parce que je suis naturel curieux, donc en fait, je prends plaisir à venir découvrir un outil ou rencontrer un problème. C'est un peu sadomaso, mais je prends plaisir à être face au problème et à essayer de le contourner ou de trouver une solution. Mais c'est plus ouais dans la même approche qu'Armand, l'autopression, le principe que je me stresse toujours pour n'importe quelle mission, n'importe quelle phase de mon travail, et puis la balance perso-pro qui est encore toujours très très instable et que j'essaie de travailler de jour en jour. Je crois que c'est le problème de tous les freelances. Ouais, très compliqué. Ouais, on a toujours l'impression que c'est un peu la liberté avant tout quand on est freelance, mais on se rend vite compte que la demande, elle est quand même assez conséquente et que finalement, le parti pro, on s'y adonne beaucoup. Ouais. Ouais, du coup, avant d'aller un petit peu plus loin avec vous les gars, on va venir décrire un petit peu ce dont on parle depuis maintenant 2-3 minutes, donc les galères mentales, galères techniques et galères organisationnelles. Alors, ce qu'on entend par une galère mentale, qu'on retrouve notamment chez le freelance, chez le solopreneur, chez l'entrepreneur de manière générale, c'est ce qui est communément appelé le burn-out ou la surcharge mentale finalement. Et on va voir à quel point c'est important de s'entourer, de ne pas s'infliger nous-mêmes une pression conséquente autour de ce travail-là, de savoir décrocher, de savoir voir les points positifs un petit peu partout. Donc ça, c'est la galère mentale. On va ensuite avoir la galère technique, qui est là propre à une contrainte technique. Donc, par exemple, au démarrage d'un projet, on a une idée, mais on ne sait pas forcément quel outil utiliser, comment amorcer le projet. Et puis souvent, en fait, on a ce besoin, lorsqu'on démarre un projet par exemple en startup qui est souvent très pressé, il faut se former un outil dans l'urgence. Et dans ce cas-là, on rencontre différents problèmes et on a de la frustration du fait de ne pas avancer aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Et enfin, on a la dernière approche, la galère organisationnelle, qui est la galère qui, je pense, touche le plus de personnes, mine de rien aussi. C'est par exemple la balance perso-pro, être capable de se donner des horaires spécifiques, de se dire ok, là je travaille, là je suis avec ma famille ou avec mes amis, je suis pas joignable le week-end, je suis pas joignable après 19h, enfin vraiment la notion de déconnexion. La gestion des priorités, parce que quand on va commencer à être freelance, qu'on va venir avoir en parallèle plusieurs clients, il va falloir gérer différents types de priorités, savoir les sélectionner et les gérer.
Et enfin, on va avoir la gestion, comme on avait globalement la gestion du temps de travail en fait. Est-ce qu'on doit avoir par exemple beaucoup de vacances? En fait, tout ça, ça va dépendre un petit peu du rythme de chacun, mais on va revenir là-dessus sur ces trois types de galères là, donc mentale, technique et organisationnelle. Et on va commencer un petit peu avec la galère technique parce que c'est l'aspect sur lequel on s'y connaît davantage aujourd'hui. Et puis après, on viendra évidemment Ouais, détailler les autres. je pense que c'est une des plus faciles à résoudre en fait. Parce qu'en fait, une galère Ouais. technique, en fait déjà, en fait, je pense que le plus compliqué, c'est de choisir la technique. Parce qu'après, pour se former sur cette technique-là, en fait, tu as, un accès, enfin, l'Internet est un vivier à tutos et tu peux te former tellement facilement que une galère technique, c'est plus, ouais, choisir quel techno prendre. Hmm. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est qu'on a tellement de choix où finalement, par exemple, nous on est du milieu no code ou alors Armand peut-être un peu plus du côté code, mais par exemple quand on démarre un projet, on a notre idée, on sait qu'on veut aller vers quelque chose qui nous parle, mais alors l'expliquer techniquement, c'est tout de suite plus compliqué et souvent c'est la partie qui est un peu tricky de trouver le bon outil, de s'assurer qu'il est bien et qui va répondre à notre besoin et s'assurer que ouais, on sera capable de faire complètement notre idée. Et ça, c'est souvent un peu technique quand même. Mais Mhm. après, la galère technique peut être liée à la galère organisationnelle, en fait. C'est plus trouver du temps à se former sur des nouvelles choses que peut-être apprendre de nouvelles Ouais, choses. Ouais, sachant ça que c'est se bien vu. former sur des nouvelles techno et tout, c'est aussi important. Il faut garder Hmm. ça en tête. Mais souvent, les galères techniques, pour moi, ça va être un client vient me voir, il a une demande très spécifique, ils vont utiliser par exemple TypeScript, etc. Et par exemple, je suis pas un professionnel de TypeScript, du coup, quand je prends une mission, directement, je leur dis, bah voilà, je connais un petit peu, mais pas trop. Et j'ai l'impression Mm. c'est toujours devoir justifier au cas où ça fonctionne mal ou au cas où ça soit pas exactement comme ils veulent. Donc moi, mes galères techniques, c'est plutôt ça. Et du coup, là, je tends à quand même prendre des missions sur des technos sur lesquels je suis pas trop à l'aise pour justement sortir un peu de ma zone de confort et évoluer. Parce que justement, si on évite la galère technique à chaque fois, on se retrouve à utiliser les mêmes outils et du coup, on n'évolue pas trop. Et je pense que c'est important de toucher à tout et d'essayer des choses dans notre domaine, ce qui va nous faire évoluer et puis peut-être aussi élargir notre champ de compétences. Donc se former dans l'urgence, c'est important aussi. Oui, si tu te formes sur des petites choses, je sais pas, hein, moi, quand je développe des sites sur Webflow, pour chaque nouveau client, en fait, j'essaie de me trouver une nouvelle contrainte technique. Par exemple, si j'ai jamais Mm. appris comment faire de filtres, je vais me mettre OK sur ce projet-là, enfin, si besoin. Ben là, je vais essayer d'apprendre ça. Mais des petits trucs pièce par pièce. Enfin, après, sinon, je m'alloue du temps pour apprendre des choses plus grosses. Mais si c'est te former sur une techno, enfin, en urgence pour des besoins spécifiques pour un client, ben, du coup, ouais, je l'applique, je me le mets dans le projet. Et aussi, bien sûr, je pense qu'il est important, c'est peut-être le prendre en compte dans le temps de livraison, dans le temps que tu donnes à ton client en disant, bah, ça, je te livre ça en temps de jour. Peut-être du coup se garder un temps pour se dire, OK, ça, je suis pas à l'aise sur ce sujet-là. Donc peut-être que je me Ouais. garde un peu plus de temps là-dessus. Carrément, ouais. Ouais, pour être capable de rebondir et de se former quand même sans impacter le client. Ouais, je trouve ça Mm. important. Je trouve que c'est une bonne idée de se donner ce défi-là sur chaque projet, de se dire bah ok, là j'ai l'occasion je sais pas, de me former au e-commerce ou de me former, comme tu disais, à des filtres dynamiques par exemple. Mm. Et ça donne vraiment un contexte plutôt que de devoir ouais, le faire comme ça en testant. Je trouve ça assez cool. Et puis même souvent, en fait, enfin, pendant que je vous écoutais parler, ça me faisait un peu penser au syndrome de l'imposteur où souvent le client il arrive, il a une demande. Et nous on se dit bah non, moi je suis incapable de faire ça. C'est beaucoup trop chaud, je suis pas à ma place, voilà. Et en fait finalement pas forcément parce que on a déjà l'approche, on a déjà la méthodologie et finalement en testant nous ouais, ça nous prendra 5 minutes à pouvoir le faire et on sera capable de le proposer aux clients. Donc parfois, quand on sent que la contrainte technique elle est pas si énorme que ça peut valoir le coup de se forcer, de se dire bah écoute, je prends ce projet-là, je me forme et même si là je me survends un peu au client, bah, finalement c'est l'occasion pour que au client d'après je sois ultra opérationnel. Mm. Ça me fait Ouais, penser justement, là, j'ai pris une mission où la technique était intéressante, je la connaissais pas par cœur,
Et au final, ça rejoint un peu les deux autres galères, mentales et organisationnelles, parce que je connaissais pas très bien la techno. Du coup, avec le problème de l'autopression que je me mets, je me dis si ils utilisent ça et que je connais pas, c'est que je suis nul. Du coup, j'ai pris la mission, sauf que j'ai pas prévu plus de temps pour apprendre la techno et justement découvrir les outils. Et du coup, ma balance perso-pro pendant cette mission a été catastrophique parce que je travaillais énormément tous les soirs pour lire beaucoup de docs, faire des tests et faire genre avec le client que c'est bon, je gère, tout va bien, je travaille que 7 heures par jour, alors qu'en fait, je travaillais 10 heures à lire de la doc, à essayer des trucs, quoi. Donc, Ouais. je sais pas si vous Ouais, aussi, ça vous arrive d'avoir carrément les 3 galères qui sont liées à, au final, plutôt de l'autopression et du syndrome de l'imposteur, quoi. Mais en fait, ouais, t'as deux cas parce que oui, en fait, ouais, quand un client te demande quelque chose que tu ne connais pas, c'est soit tu joues, ouais, tu fais l'imposteur en disant, ouais, ouais, je connais, t'inquiète, ou alors tu dis, bah non, ça, je peux pas le garantir, et du coup, tu le fais pas, et du coup, tu l'apprends à côté. Ouais. Mais ouais, Mm. c'est vrai que parce que oui, en effet, ça peut avoir un double tranchant. Ok, c'est cool parce que t'as une mission et t'apprends un nouveau truc, mais du coup, ouais, si t'as pas alloué le temps nécessaire pour apprendre ce nouveau skills, ouais, du coup, en effet, tu peux te brûler les ailes et du coup, ouais, jouer sur ton mental et sur ton organisation. Et sinon, pour la galère technique en tant que soi, en tant que telle, euh, moi, je dis non si vraiment je vois pas du tout comment faire. Par exemple, moi, je fais très, 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 très peu de e-commerce. Si on vient me voir pour un gros e-commerce, du coup, je vais refuser la mission. Je vais pas dans non plus l'auto-sabotage de dire oui à tout et pas savoir faire et dire bon, dans une semaine, t'as un e-commerce. Et en fait, dans une semaine, toi, t'es encore en train de lire de la doc, quoi, et t'as rien compris. Et on va dire que j'évite quand même ce genre euh, de problème-là, quoi. Ouais, du coup, c'est quand même bien parce que finalement, ce qui revient, c'est que c'est important de connaître ses limites aussi. Ouais, c'est Dans le ça. sens où là, par exemple, t'es capable, tu sais que tu es capable de faire ça, tu sais que tu as une marge de manœuvre où, ok, ça, tu as un doute, mais tu sais qu'il y a de la doc sur Internet, tu sais que tu vas pouvoir en trouver ailleurs ou te former pour ça. Donc là, dans ce cas-là, tu peux dire, bah ouais, pas de souci, je peux le faire, prévoir en effet un temps pour cette galère technique-là qui va arriver, tu le sais, tu l'as prévu. Mais en effet, ouais, si tu connais pas tes limites, tu peux arriver à un moment où ouais, tu vas être face au problème et dans ce cas-là, tu ne sauras pas du tout comment réagir. Et en effet, ça va impacter les autres parce que tu ne sauras pas comment réagir à ce problème-là que tu as vendu à un client, par exemple, en tant que freelance. Ça va te mettre une pression, une charge mentale, parce que mine de rien, tu vas pas forcément déconnecter à proprement parler le soir. Ça va te faire réfléchir de, ok, j'ai vendu ça à un client, je suis incapable de le développer, comment je fais, comment je trouve une solution. Donc ça impacte ta vie perso et donc ouais, charge mentale plus impact organisationnel. Ouais. Mm. C'est voilà, c'est important de bien avoir connaissance de ces trois types de galères-là, techniques, mentales et organisationnelles, pour pas qu'elles viennent, déjà, pour pas qu'elles apparaissent, de un, et que si elles apparaissent, qu'elles viennent pas impacter les autres. Ouais, Donc, qu'elle soit ça, isolée. c'est Ouais, ça exactement. Il faut que ce soit isolé et contrôlé, en fait. ouais, parce qu'en termes de galère technique, au final, si le skill c'est vraiment trop gros, moi en fait ce que je fais, c'est que quand je sais pas quelque chose et que je vois qu'il y a quand même beaucoup de temps à passer pour apprendre, c'est que du coup moi je me fais des to-do, je me mets une liste de choses à apprendre et en fait dans ma semaine je me cale un temps qui est spécifique à l'apprentissage de quelque chose et du coup là quand c'est ce temps-là, ok, je cherche dans ma liste de choses à faire et là du coup j'apprends des nouvelles choses. Comme Mm. ça, ça permet de faire la différenciation aussi entre un projet client et le moment où tu apprends aussi. Parce que des fois, c'est bien, enfin, ça dépend des choses, mais des fois, c'est cool. Tu te poses dans le canapé, tu mets l'iPad, tu regardes des vidéos et tu apprends des trucs. Comme ça, enfin, c'est un peu plus détente des fois que d'être sur un projet client où tu te mets la pression, tu as une pression en termes de temps, etc. Donc, ouais, ça peut être pas mal aussi. Ouais, ouais. Et tu vois, moi, ça, j'arrive pas à le faire, à me dire tel jour, je prends du temps pour apprendre. J'ai l'impression que je travaille pas, donc c'est pas bien. Hmm. En fait, c'est en fait, t'augmentes tes skills et du coup ton expertise et du coup ton TJM Mm. augmentera aussi parce que tu as plus de skills. Donc Ouais, ouais, ouais. t'apprends, enfin, c'est vachement valuable. Comment tu dis en français? Valorisant? Valable, je dirais Ouais, pas. valable. Ouais, Enfin, ça a beaucoup plus de valeur. ouais. Mais oui, en effet, Ah, c'est chaud. Moi, je dis ça, mais dans les faits, souvent, ça saute pour un client ou pour passer plus de temps avec un client. Dans Mm. les faits, Ouais. c'est important de le faire. Après, c'est
C'est une question entre toi et toi-même, quoi. De voir, ok, est-ce que ce Ouais. temps-là, je le zappe ou pas? Mais après, ouais, si, ça dépend aussi de ce que tu as en termes d'emploi du temps à côté. Et du coup, je pense que ça peut nous faire passer sur la galère organisationnelle, peut-être. Exactement, Carrément. c'était la Très belle transition transition. qui était parce que mine de rien, on va parler de balance perso-pro, mais là c'est même une balance pro-pro dans le sens où bah, dans ton travail pro, il y a un moment où tu veux quand même évoluer, tu veux quand même progresser, etc. Et dans ce cas-là, il faut prévoir des temps comme ça de formation pour toi-même et des temps de ok deep work, let's go, je produis quoi. Ouais, Donc en effet, il y a une et pas galère que ça. organisationnelle Et et pas pas que que ça, ça évidemment. parce que en tant que solopreneur ou même freelance, même si tu bosses en agence, etc., enfin, tu cherches du taf en agence, en fait, tu as une partie où tu travailles, tu as une partie marketing, enfin, de trouver des clients, tu as Ouais, une bien sûr. partie peut-être promo où tu gères un peu tes réseaux sociaux, tu as une partie administrative, une partie apprentissage de nouveaux skills. Donc en fait, il faut que tu gères ces 4-5 points en une semaine, enfin en un mois, il faut que tu arrives à caler un peu tout ça, quoi. Donc, ça fait un emploi du temps chargé, sachant que si tu prends une base de allez, 40 heures comme une personne normale, ben, au final, Mm. si tu gères à tous les points, ça fait un gros travail de répartition des tâches. Parce qu'au final, si tu Mm. passes 90% de tes 40 heures à travailler, en fait, il te reste 10% pour apprendre tes skills, démarcher les clients, enfin, faire ta promo sur les réseaux sociaux, faire ta compta, etc. Et en fait, du coup, tu peux te retrouver. En fait, ça passe pas dans ces 10%. Et donc, du coup, tu es obligé de passer de 40 heures à peut-être 50 heures. Et donc, du coup, de manger sur ta vie perso. Et c'est là que Mm. commencent les problèmes. Ouais, c'est ça. Moi, je travaille du lundi au vendredi et samedi, dimanche, bah, je continue à travailler, mais du coup, pour apprendre des choses ou finir des projets perso, tout ça. Donc, j'arrive pas à faire ma balance perso pro et pro pro. Et pareil pour la gestion des priorités. Bah, c'est un peu compliqué. Des fois, je prends deux missions en même temps parce que je me dis ça passe. En fait, ça passe Ouais. pas. Du coup, je travaille le week-end et le soir. Et puis il y a des jours où carrément là c'est burn-out. Je peux pas travailler. Genre mon cerveau il est en off. Du coup, bah, je m'organise encore pour travailler plus du coup le lendemain. Et, euh, et voilà, ça devient un peu T'exploses. compliqué. Et je pense que moi je me suis vraiment mal lancé dans mon freelance. J'ai pas d'organisation, j'ai pas d'emploi du temps. Enfin tu sais, j'ai pas un endroit avec écrit de telle heure à telle heure je travaille, de telle heure à telle heure je fais ça. Je suis plutôt en mode je mets un réveil, je me lève. Si je me lève tard, bah du coup je rush. Si je me lève tôt, youpi, j'ai du temps. Euh, et du coup, avec ma fiancée, on essaye de s'organiser quand j'ai des semaines de rush. Bah, elle fait à manger, elle sort le chien, tout ça. Puis moi, je me focus travail. Puis le week-end, des fois, bah, on aimerait bien faire autre chose, sortir, mais non, je peux pas parce que j'ai dit à un autre client que ça sortirait tel jour et j'ai mal calculé mon temps parce que mauvaise organisation. Et du coup, je me retrouve dans un cercle vicieux comme ça. Ça, c'est important, ouais. Je trouve aussi l'organisation. En fait, même dans même dans la balance donc perso pro. Donc là déjà c'est bien parce que quand même mine de rien tu te dis je bosse 5 jours par semaine et autant que possible j'essaie de me garder mon week-end pour décompresser la famille, s'occuper du chien, etc. Euh, mais en effet, en fait, rien que d'avoir, t'en as parlé du calendrier, d'avoir du planning, un planning. En fait, faut pas prendre le planning comme telle heure, je fais ça jusqu'à telle heure. À ce moment-là, j'arrête, je change de truc, etc. Enfin, en fait, moi, je vois plus comme un Tu poses le indicatif, un mode Saturne. de rappel. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, mine de rien, moi, j'ai les notifs. Tu vois, je sais que globalement, bah, le mercredi après-midi, par exemple, j'ai une partie un peu compta. J'ai une autre partie un peu compta le vendredi après-midi. J'ai une partie marketing le jeudi, etc. Et tout ça, en fait, je le vois. Il est présent sur mon emploi du temps. C'est une session de travail, donc à tout moment, quelqu'un peut planifier un call dans ce moment-là. Mais je sais que j'ai ma notif sur mon téléphone ou mon ordi qui me dit, ok, maintenant c'est peut-être l'occasion de faire ta compta et ou c'est peut-être l'occasion de te former en fait. Mm. Et du coup, c'est un peu une espèce de rappel constant qui te dit t'as moyen de t'organiser, soit tu prends ce créneau-là pour faire ta compta comme t'as prévu initialement, ou alors tu l'utilises pour évidemment bah, traiter un rush, une galère parce que là t'es dans l'urgence. Donc à ce moment-là, ça devient plutôt
pratique dans le sens où c'est un rappel constant, et ça permet de garder une trame logique dans ta semaine. Mais tu vois, par exemple, tu parlais donc du principe de formation qui du coup te prend du temps et que ça te fait passer d'une semaine de 40 heures à une semaine de 50 heures. En fait, moi j'essaie de tendre de plus en plus vers une semaine de 4 jours de travail, en me disant je sais qu'il y a un moment où le mercredi je décroche en fait. Ouais. Le début d'après-midi je fais rien, enfin j'arrive pas à avancer, alors, je suis pas aussi productif, et du coup je me dis je fais 4 heures, enfin 4 jours de vraiment boulot, compta, marketing, etc. Et j'ai un jour où je me forme. Et en fait, moi, enfin, par exemple, il y a plein de domaines qui m'intéressent, qui sont en dehors de mon cœur de prédilection, qui sont la 3D, par exemple, ou même la musique. C'est un truc que j'aimerais bien tester, c'est un truc que j'ai jamais fait à part la flûte au collège. Mais du coup, c'est des choses que j'aimerais bien tester, apprendre. Et je sais que ça pourrait m'être utile, peut-être pas la musique, mais plus la 3D. Du coup, je veux y consacrer du temps toutes les semaines. Alors, ça peut changer en fonction des semaines, mais d'avoir un jour alloué à l'évolution et l'expérimentation. Et c'est un truc que j'essaie de mettre en place, qui du coup fait que maintenant, je bosserai en fait 32 heures par semaine, mais je sais que c'est 32 heures où je suis vraiment en mode intense, productif le plus possible. Et j'ai une journée où c'est plus calme, c'est même autre chose. Si tu as envie de marcher ce jour-là, tu vas marcher, ça fera prendre l'air, pardon. Et puis voilà, tu seras plus à l'aise. Non, mais je disais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Attends. Non, ouais, en fait, tu rentres dans des problématiques plus grandes que le travail. C'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce que tu as besoin en termes d'argent? Ouais. Et du coup, parce qu'en fait, je pense que le problème aussi de base, c'est que si tu bosses 90% de ton temps, c'est parce que c'est pas par plaisir, en fait. C'est parce que tu as besoin de l'argent t'as besoin d'argent pour finir le mois, quoi. Et je pense qu'un des principaux problèmes, c'est qu'en fait, enfin, je sais pas nous, mais le principal problème de beaucoup de freelance, en fait, c'est que leur leur tarif n'est pas assez élevé, en fait. Et que du coup, pour compenser ce tarif faible, eh ben, en fait, tu bosses 2 fois plus pour arriver vraiment au montant dont tu as besoin chaque mois pour arriver à ce que tu veux faire dans ta vie, quoi. Donc du coup, ouais, tu te mets d'une double pression, double charge de travail, double tout, quoi. Donc, mais après, ouais, par exemple, en termes de calendrier aussi, c'est comme tu disais Théo, c'est à toi de le faire comme tu le sens. Si tu sens que, enfin, pour tout le monde en fait, parce que si toi tu as besoin d'un après-midi pour faire tel truc, moi par exemple le matin je bosse pas parce que du coup je m'occupe de ma fille. Alors que, enfin, tu vois, les gens qui ont un travail normal, eh ben, ils bossent le matin, après-midi. Moi, j'ai décidé que je bossais pas le matin. Comme ça, je m'occupe de ma fille. Et le soir, quand elle va se coucher, et quand ma copine va se coucher, parce qu'elle elle est fatiguée, enfin, avec l'allaitement, etc. Enfin, bref. Et ben moi, du coup, je me remets des petites sessions de travail pour compléter mes 20, parce qu'au final, ça fait des journées de 5 heures. Enfin, l'après-midi, je travaille 5 heures. Donc 5 fois 5, 25. Donc le soir, en fait, je me mets des petites sessions de 2-3 heures pour compléter ça, en fait. Et en fait, moi, je kiffe parce que du coup, ça me permet d'atteindre mon objectif qui est le matin, d'avoir du temps avec ma fille. Donc en fait, ça dépend. Tu vois, si quelqu'un a besoin de temps de bosser le week-end parce qu'en fait, il veut prendre ses lundis et mardis, en fait, il y a vraiment une partie, enfin un questionnement sur qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie, qu'est-ce que tu veux faire, et du coup, d'adapter tout son travail, enfin toute sa vie pro en fonction de ça. Ah ouais, en fait, t'as sacrément raison. En fait, faudrait juste prendre le temps de bien structurer ce qu'on veut et essayer de le mettre en place. Mais tu vois, j'avais même pas pensé à ce système de pas travailler le matin ou pas travailler pendant quelques heures dans la journée en me disant je les réserve à ça, et à bouger mes horaires. Là, j'étais parti trop dans on doit travailler de 9h à midi et puis de 14 à 18h pour que l'école client soit calée sur ses horaires et tout ça et tout ça. Ouais, elle est plus là, la liberté, je trouve, de freelance. C'est pas une liberté où t'es freelance, donc tu bosses quand tu veux. Enfin, ouais, mine de rien, tu bosses quand tu veux, mais tu bosses où tu veux, etc. C'est plus une liberté dans, ouais, t'es pas obligé de faire un 9h, 17h. Si t'es plus à l'aise pour faire je sais pas,
par exemple, je suis plus matinal, bah, un 8h midi, et que l'après-midi, je sais que jusqu'à 15h, je suis pas productif, bah, pas de souci, tu fais autre chose. Tu peux rentabiliser ces temps-là pour aller dehors, sortir ton chien, aller courir, faire du sport, enfin, ce que tu veux. En fait, il faut avoir conscience au début de ta vie de freelance dans ma journée, à quel moment je me sens moins dans le mood et à quel moment je sens que je suis davantage opérationnel. C'est vrai que souvent, les sessions le soir, t'es pas dérangé par des notifs, t'es pas dérangé par ton téléphone, t'es dans ton cocon, il fait nuit noire dehors, t'es bien, c'est à ce moment-là où t'as ta musique et t'es productif. Et ben, si t'as conscience de ça et que ça te dérange pas de bosser le soir, bah, peut-être que décaler le créneau du matin au soir, ça peut être la bonne solution pour être satisfait quand tu vas te coucher en disant « Ok, j'ai eu une journée productive ». Mais après, de se mettre des limites aussi. Parce que si tu bosses jusqu'à 4 heures, au final, tu niques ta journée derrière. Mais du coup, ça vient avec l'expérience. Exactement. Ouais. C'est l'expérience qui va faire que tu vas... Ouais, voilà, en fait, je pense, ouais, c'est tu tâtonnes, tu testes, jusqu'à trouver ce dans quoi tu te plais, en fait, en termes d'orga. Parce que seul toi te connais, enfin, parce qu'il y a beaucoup de coachs ou enfin, même de personnes sur Internet qui te disent, OK, il faut que tu fasses ça, il faut que tu bosses 4 heures, t'as la semaine de 4 heures ou je sais pas quoi, là. Il faut que tu fasses telle routine, tel truc, et t'auras du succès, t'arriveras à faire tout ce que tu veux et tout. Mais en fait, enfin, pour moi, c'est des conneries, parce qu'en fait, tu te connais et t'as pas du tout les mêmes objectifs, t'as même pas du tout les mêmes rêves, t'as pas du tout la même vie que personne d'autre, en fait, c'est ta vie. Donc, en fait, toi seul peux t'organiser et faire les choses en conséquence. Ouais, ça c'est un bon conseil du coup. Très très bon conseil. Bah, je vais essayer de l'appliquer le plus vite possible. Mais ouais. Ça, il faut connaître ses limites. Ça te permettra déjà de t'organiser et de deux, en fait, en étant organisé pro, de rien, ça va te permettre de t'organiser aussi perso. Ouais, dégager du temps pour ça, quoi, pour déconnecter, parce que ça c'est extrêmement important. Et mine de rien, quand tu manques d'aspect perso et que tu consacres trop de temps au pro, il y a un moment où t'es trop la tête dans le guidon, en fait, et tu vas plus voir hyper clair dans là où tu veux aller, enfin quel est ton objectif court terme, long terme, etc. Même dans un projet en lui-même, il y a un moment où tu vas décrocher, tu vas dire bah je suis plus dedans, j'arrive pas à voir vraiment où j'en suis, etc. Ce que je veux. Alors que bah ces moments perso où tu vas, je sais pas, cuisiner, tu vas te promener, enfin s'oxygéner, etc. Ça va te permettre quand même de te recadrer tous les jours, de te dire ok, j'en suis là dans ma vie. Et par exemple, on parlait de gestion de priorité tout à l'heure, mais au début, je m'étais fait un peu une espèce de tableau to do, doing et done. En gros, bah voilà ce que j'ai à faire, ce que je suis en train de faire et ce qui est fait. Et en fait, je trouvais que ça marchait pas forcément parce que je voyais, en fait, inconsciemment, je voyais toujours une to do pleine. Et donc, je me disais, bah franchement, Théo, t'as fait quoi de ta journée? La to do, elle est toujours aussi pleine. Alors que mine de rien, bah, au fur et à mesure de ta journée, t'as des mails, t'as des appels, tu penses à d'autres trucs, donc tu remplis ta to do quotidiennement. Et donc ta to do, à aucun moment de ta vie, elle sera vide. Et donc, ce que je fais maintenant, j'essaie de davantage mettre genre today, enfin aujourd'hui, demain ou un jour, en fait. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, toi, je me fais ça la veille au soir, pour le lendemain, du coup. Ce lendemain, je dois faire ces 4 tâches-là. Et je sais que j'ai des tâches qui sont un peu moins urgentes, qui demandent des modifications, etc. Bref, mais qui sont à faire dans les jours qui viennent, et que j'ai quelque chose qui est plus long terme. Et comme ça, je vois à la fin de ma journée ma to-do du jour qui est terminée. Et comme ça, je sais que je peux commencer le soir même à prendre ce que j'avais mis dans Next Day pour le mettre dans ma to-do du jour, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, tous les jours, tu as cette satisfaction de te dire, ok, j'ai fait mes 4-5 tâches, qui peuvent être très courtes, hein, une tâche hyper satisfaisante, peut prendre 5 minutes en fait. Mais juste le fait de l'avoir fait, de l'avoir checké et de l'avoir mis en done, et ben cool, c'est fait. T'as de la satisfaction et t'as géré tes priorités comme ça. Je trouve ça assez important d'avoir conscience de ce qui est important et ce qui l'est moins dans ton taf. Ouais, et puis personne n'est parfait. Enfin, si t'as vraiment, s'il y a une journée où tu peux vraiment rien faire, où t'as vraiment pas l'envie, c'est pas grave. En fait, ouais, personne n'est parfait et personne va t'en vouloir si t'as pas fini ton portfolio alors que tu devais le faire cette semaine. Petite dédicace à moi-même. Et ouais, en fait, je pense qu'il faut s'enlever de la pression aussi. Le travail est important, mais il y a aussi d'autres choses très importantes aussi à côté. Je pense que ça rejoint du coup la galère mentale. C'est incroyable. Alex il nous sort des transitions de l'espace.
Il nous met les mots-clés, pression, surcharge et tout. Ah là là, royal. Incroyable. Du coup, nickel. Bah, on enchaîne sur la troisième galère. La galère qui, je pense, est la moins communiquée sur les réseaux. On en parle très très peu. Alors, il me semble que c'est aujourd'hui ou hier que Pierre est passé dans Tribu Indé pour notamment parler d'une des galères mentales, le burn-out. Mais du coup, c'est un truc dont on aimerait davantage parler dans le podcast Sapiens Sapiens de manière générale. Mais c'est ce principe-là, ouais, de s'infliger soi-même une pression énorme qui, du coup, nous repousse un peu vers l'intérieur, cette surcharge mentale qu'on s'implique aussi à soi-même, et puis évidemment le burn-out qui en est la conséquence finale, et l'importance de s'entourer aussi, dont on traitera dans un podcast dédié. Mais ouais les gars, est-ce que vous avez eu par exemple l'occasion, c'est pas vraiment une chouette occasion, mais est-ce que vous avez été à un moment dans cette galère mentale, est-ce que vous êtes infligé de la pression à vous-même et vous avez ressenti que ça vous impactait réellement? Ouais. Moi, la pression mentale, je crois que c'est un des trucs sur lesquels je me mets le plus, enfin, j'ai le plus de difficultés, parce que on est dans un environnement assez concurrentiel. Tous les jours, tu vois quand même, enfin, dans mon domaine web design et dev, tu vois quand même des milliers de sites passer chaque mois qui sont absolument fous. Et du coup, tu te mets la pression de je dois être aussi bon qu'eux, sinon j'aurai pas de beaux clients, etc. Donc c'est vrai que moi, de ce côté-là, je me mets une grosse charge mentale qui peut être d'un côté est bonne parce que du coup, ça me motive à faire plein de choses. Enfin, ça me met une énergie de malade. Mais après, ouais, c'est vrai que quand tu as des petits moments de mou, des petites journées un peu down, du coup, cette charge mentale-là vient un peu te plomber. Donc ouais, sur la surcharge mentale, je me reconnais pas mal là-dessus. Et ouais, l'autopression, parce que tu lances un business, donc en fait, ouais, quand tu es freelance, en fait, t'as un business, quoi, tu lances ton truc, donc tu as aussi la pression, ouais, de toujours avoir des clients pour toujours pouvoir subvenir à tes besoins, enfin, atteindre tes objectifs, que ce soit pro ou perso. Donc ouais, tu as toujours cette petite pression de ok, peut-être que je dois finir pour en revenir au portfolio, peut-être que je dois finir mon portfolio pour atteindre tel type de client et du coup recevoir des nouveaux clients. Enfin, ça peut être ouais, une grosse pression. Ouais, c'est pareil, pareil de mon côté, grosse pression sur moi-même. Mais ça, c'est aussi, enfin, il y a tellement de facteurs. Il y a le facteur justement, comme tu disais, de la concurrence. Mais moi, sur Twitter, je suis plein de développeurs et designers qui m'inspirent beaucoup, qui font de l'expérientiel, de la 3D, tout ça. Et j'ai mis quasiment 1 an avant de commencer à toucher à ce genre de techno, parce qu'en fait, je me disais, mais ils sont tellement loin et je comprends tellement pas ce qui se passe que je suis pas fait pour ça. Je me suis mis une pression de malade. Et j'ai décidé là il y a quelques jours de supprimer de mon téléphone Instagram et Twitter pour éviter tu vois justement d'avoir ce contenu là, de se dire tout le temps ah lui il a sorti ça, c'est trop bien, mais moi à côté j'ai rien fait, tout ça, et de me dire bah voilà, je pense à partir de ce week-end je me suis dit j'arrête de regarder ce que les autres font, je prends un truc et je le fais, tu vois, et je me dis si c'est nul tant pis, il faut bien commencer par apprendre. Et j'essaye, tu vois, de trouver des petits tricks pour réussir à produire quelque chose qui va me donner confiance en moi, pour avoir un peu moins de pression et pouvoir me dire, ok, bon bah, même si je connais pas par cœur tel sujet ou quoi, je m'y suis mis. Tu vois, j'ai fait un pas et j'accepte de pas être le meilleur direct ou de pas être la personne qu'il faut pour tout le genre de mission qui pourrait être lié. Et tu vois, vraiment de prendre le temps de me dire les choses prennent du temps. Il faut laisser du temps au temps. et en même temps, arrêter de se mettre la pression. Parce que justement, on a notre propre business. Moi, je sais exactement dans la direction dans laquelle je veux aller. Et quand je vois des annonces de postes ou des boîtes qui disent on cherche un freelance pour tel type de mission, et ben à chaque fois que j'en vois une, je me dis putain, j'en suis toujours pas là, tu vois, je peux toujours pas dire je suis là si vous voulez, parce que j'ai toujours pas ça. Je me dis non, le gars qui a liké là, je suis allé voir son profil sur Twitter, il a un meilleur portfolio que moi, il est plus joli, la typo qu'il a utilisée elle est encore plus bold,
Elle est encore plus tendance, il utilise une grotesque, alors que moi, je suis encore sur du serif. Le serif, c'était SO 2019, tu vois. Et je pense que moi, ma pression mentale, elle est vraiment là-dessus, sur j'essaye de me classer par rapport aux autres, ce qui est complètement ridicule, hein, mais C'est inconscient. ouais, c'est complètement inconscient, et là, j'en ai pris conscience il y a quelques semaines où en fait, je me suis rendu compte que en fait, je produisais rien du tout, tellement que j'avais de pression. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un peu la problématique du portfolio, quoi. C'est genre, ok, non, je vais Ouais, attendre encore un peu parce que là, il y a un nouveau truc qui est sorti et j'ai envie de faire un peu pareil et pour être à la pointe. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a de la place pour tout le monde et que et du coup, il faut s'enlever cette pression-là et que ce ouais, soit c'est pas ça ça. qui Mais t'empêchera d'avoir des clients et de grandir. ouais, voilà, c'est ça. Mais on est aussi dans un milieu où ça bouge tellement, il y a tellement d'outils qui sortent, de nouvelles technologies. J'ai l'impression qu'il faut être absolument tout le temps à la page. On nous dit qu'un bon développeur, ça doit être un développeur qui puisse s'adapter à tout. Et du coup, ça, c'est aussi une grosse pression dans mon boulot, en tout cas pour moi. D'essayer tout le temps d'être à jour, de tout le temps essayer des nouveaux outils, alors que tu n'as même pas fini d'apprendre le dernier qui est en date. Et je sais pas comment les devs font pour, par exemple, alors sur leur portfolio, qu'ils sachent faire et du React, et du Vue, et du Angular, et du backend. Pour moi, c'est des dieux, quoi. Genre, comment ils font pour se dire, ok, je peux dire que je suis bon dans les trois. Où est-ce qu'ils ont trouvé le temps? Si eux, ils ont réussi à apprendre 3 trucs et que moi, j'en suis qu'à un, bah, c'est que j'ai un problème, quoi. Je suis peut-être un peu gogol, donc je sais pas. Et ouais, franchement, là, en fin d'année, j'étais à 2 doigts du burn-out, et là, j'ai dit stop, je ralentis l'émission, je prends du temps. Et j'essaye de relativiser les choses. Et puis, c'est notamment pour ça qu'avec ma fiancée, bon, c'est pas que pour ça non plus, mais ça fait partie de pourquoi on a pris un petit chiot. C'est pour pouvoir avoir des gros breaks dans la journée et dans la semaine où je n'ai pas accès à mon téléphone. Quand je pars en balade, c'est 1h30, 2 heures par jour, et je prends pas mon téléphone. Et je suis pas disponible, et je suis dans la nature. Je me remets en contact avec des choses essentielles, hein. Donc, des animaux, des fleurs, des végétaux, d'autres humains. Euh, et franchement, ça fait un bien fou. C'est la petite technique un peu que j'ai pour sortir de tout ce monde numérique et de compétition et de nouveautés. Parce que ça, c'est quand même une problématique. C'est vrai que ben, c'est un peu le principe du building public quand on calque un peu sur la partie solopreneur. Mais parce que là, on parle beaucoup de freelance, mais c'est ce principe-là où le fait Ouais. que ouais, tu montres aux gens et tu vois ce que les gens font. Et du coup, bah, soit ça te booste un peu parce que tu te dis, bah, ok, ce que j'ai fait, ça a l'air quand même vachement bien par rapport à ce que font les autres. Ce qui arrive quand même, c'est une phase où ça arrive très rarement dans ta vie. Parce que bien souvent, tu es dans l'autre phase qui te dit, ah ouais, ce gars-là, ou cet autre freelance ou cet autre solopreneur a construit aussi un outil qui est un peu similaire ou un site qui est dans la même vibe et ça a marché, c'est top, toi, ça rend bien. Dans ce cas, tu as tendance à te rabaisser un peu toi-même, et je suis dans le même cas également. Hein, c'est une utilisation de pronoms très large, mais du coup, c'est ce principe-là quand tu es solopreneur, par exemple. Bah, en fait, comment dire, quand tu es solopreneur, le principe, c'est tu crées un produit, tu crées un système, tu crées, je sais pas, une formation. Il faut quand même la livrer rapidement, dans le sens où après, tu vas prendre des retours et après, tu vas améliorer. Et en fait, comme disait Alex avec son portfolio, souvent, t'es pas dans ce cas-là. T'es dans le cas où tu veux peaufiner chaque détail, tu veux peaufiner chaque approche, etc., etc. Et du coup, bah, ça ne fait que repousser tout ça. Et ça, c'est une pression que tu t'infliges tout seul en disant, bah non, c'est pas encore assez bien, non, c'est pas encore assez bien, continue à bosser, donne-toi davantage. Regarde, l'autre, il a fait quelque chose de vraiment dingue, il dit l'avoir fait en seulement 2 semaines, et toi, ça fait 3 mois que tu bosses dessus, et toi, t'es dans une galère comme ça où ça te prend. En fait, tu y penses constamment, bah, je sais que personnellement, ça a été une des phases les plus compliquées lorsque j'ai créé la formation. En fait, ça a été le moment où tu dis, bah, ta vidéo, elle fait 25 minutes, et peut-être qu'à côté d'une vidéo qui en fait que 10, toi, tu vas plus dans le détail, t'expliques et la théorie et la pratique, t'essaies de pousser davantage, enfin, ça rend le truc un peu plus humain, et tu dis peut-être que la personne, elle va être moins dans la compréhension. Et du coup, bah, moi, c'était un des gros complexes, c'était, bah ouais, mes vidéos sont longues, mais j'essaie d'avoir plus de contenu, etc. Et en fait, tu te compares constamment à tout, et ça, c'est saut 2000, c'est saut post 2000, en fait, Ouais. c'est les réseaux sociaux. Ouais, puis en fait, le fait de vouloir se comparer, souvent en fait, tu arrives à copier. Et en fait, du coup, si tu copies, Ouais. en fait, tu es juste une pâle copie de l'autre personne parce que l'autre personne, c'est elle-même. Donc, tu pourrais jamais être mieux que elle.
Donc en fait, c'est être soi-même et les gens viendront pour ce que tu es, que ce soit les clients, que ce soit les gens d'une formation, les gens sur une chaîne, enfin d'un podcast, ils viendront pour ce que tu es et que tu sois imparfait ou parfait, c'est pas très grave en fait. Ouais, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Ça vient avec le Mm. temps. Et savoir et savoir s'entourer, ça c'est une autre grosse partie, c'est de pas être seul. C'est vrai que quand on est freelance, en fait, tu débutes, tu as un peu peur de parler à des gens. Enfin, moi, j'étais un peu comme ça au début. Enfin, même avant de Mm. rencontrer le pote de Sapiens, c'était genre, non, moi, je fais ma vie, j'ai pas envie de parler aux autres, sinon ils vont me prendre mes projets, et j'ai pas envie de donner mes Ouais. projets, etc. Et en fait, tu te rends compte que si tu t'ouvres aux gens, c'est un peu le karma, quoi. C'est si tu donnes, les gens vont te donner. Et en fait, tu te rends compte qu'on n'est pas non plus dans un monde de pute non plus, quoi. Désolé pour le gros mot. Ouais. Mais les gens Respect. sont gentils. Si tu partages aussi tes problèmes, les gens viendront t'aider sur tes problèmes et inversement. Donc en fait, ce qu'on peut retrouver par exemple nous dans notre petite communauté de Sapiens Sapiens, c'est que on a pas mal échangé sur ces sujets-là de surcharge mentale, de burn-out. Et au final, on s'est tous retrouvés dans ces sujets-là. Donc au final, le fait juste de dire ah ben en fait, je suis pas le seul à avoir ces problèmes-là. Et C'est bah, ça. du coup, en fait, ça te fait déculpabiliser. Et aussi, ça t'aide parce que d'autres ont peut-être trouvé des clés que toi, tu n'as pas encore trouvées. Donc, c'est super, super, super important de s'entourer. Ouais. Moi, je suis archi d'accord. Et c'est ce qui m'a permis justement là de pas me noyer. Ça a été l'entourage. Commencer à discuter avec Mm. des gens, sortir, un espace de coworking, tout ça, on en reparlera dans un prochain podcast plus en détail. Mais l'importance de s'entourer, ça a été aussi d'envoyer des messages aux gens que j'admirais et leur demander ben voilà, comment t'as fait, est-ce que tu veux en discuter, moi j'ai eu tel problème. Et en fait, tu te rends compte que bah, déjà, ils sont vachement plus. Ils ont pas cette pression, eux. Et, et, et en fait, tu te rends compte qu'ils sont cool, ils te donnent des conseils, que tu te rends compte que en fait, derrière le truc que tu as l'impression que c'est facile et qu'ils ont fait ça en 5 minutes, il y a des années et des années et des années d'expérience. Le gars, ça fait 15 ans qu'il fait ça, donc forcément, il va plus vite. Et ça démystifie un peu des soucis et des problèmes. C'est un peu les behind the scenes qui sont importants, je trouve. Et, Ouais. et du coup, bah, j'ai commencé à discuter avec ces gens-là. Et moi qui pensais que c'est des gens qui sont super connus et qui font des trucs archi chauds, ils étaient genre intouchables. Et tu sais, t'étais un peu le mec bizarre qui les contacte et jamais ils te répondront. Et en fait, ils te répondent, ils sont super sympas et ils te donnent des conseils, ils t'avancent encore plus que si t'étais juste là en train de regarder ce que les autres font et te dire ah, je suis trop nul. Donc, C'est ça, je trouve ça bien l'approche que tu as eue. Enfin, tu as parlé là de démystifier. En fait, c'est vraiment la volonté qu'il y a derrière ce podcast de manière générale, hein, pas uniquement cet épisode-là, mais c'est démystifier en fait ce qu'on peut voir partout sur les réseaux et c'est d'aller un petit peu à contresens de ce qu'on voit sur Twitter, Instagram, enfin partout. Tout le monde produit rapidement du beau contenu hyper technique qui a l'air hyper simple mais en fait c'est hyper complexe et montrer que bah ouais derrière il y a quand même des humains qui galèrent techniquement, qui galèrent à s'organiser, qui galèrent ouais dans leur process, enfin même ils ont eux-mêmes leur propre surcharge, ils ont eux-mêmes leurs propres références. Il y a des paliers de référence. Toi, tu disais que tu avais tes références à toi qui t'inspiraient, etc. Mais en effet, ces gens-là ont aussi leur inspirance. Et je pense qu'ils, mine de rien, ils se sentent quand même en dessous par rapport à ces gens-là. Enfin, en fait, il faut essayer de démystifier un petit peu le tout. Et c'est un peu la volonté globale de ce podcast-là. Donc, je trouve ça cool ouais, que nativement, t'aies parlé de démystifier. Ouais, parce qu'il existe des solutions et il faut juste les connaître. Faut aller de l'avant, il faut apprendre à se connaître, il faut expérimenter les choses, il faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, si on a peur, c'est peut-être une bonne chose de faire aussi. C'est une philosophie sur laquelle moi je suis plutôt centré. Et puis l'importance de s'entourer, moi c'est en tout cas le point le plus positif de tout ce que j'ai pu faire. C'est ce qui m'a apporté le plus et qui m'a sorti de toutes les autres galères. Et du coup, voilà. Mais en fait, ouais, c'est là que tu te rends compte que les trois problématiques sont en fait liées, quoi.
Ouais, Que ouais, ouais. si t'es pas bien organisé, ça va te créer de la surcharge mentale. Ou si t'as des galères techniques, ça peut entraîner des galères organisationnelles et mentales. Et si t'as des, enfin, en fait, ouais, c'est un cercle vicieux. Donc, c'est super important de prendre soin de ces trois aspects-là. Le mental, la technique, l'organisation. Parce que, ouais, c'est un peu la clé, en fait, de ton business, quoi. C'est ça, c'est moins, au final, c'est moins tes skills. Enfin, ouais, si, il y a des skills aussi, mais c'est aussi des aspects à prendre en compte qui sont primordiaux pour perdurer, ouais, pour perdurer, enfin, sur le long terme. Et en fait, si tu gères juste un aspect qui est, par exemple, la technique, d'être bon dans ce que tu fais, mais en fait, ça suffira pas parce qu'il y a un moment, tu vas brûler. Mm. Si t'es mal organisé, si tu travailles trop, enfin, si en termes de mental, t'es pas bon, en fait, il faut vraiment prendre soin de ces trois points, quoi. Comme, parce qu'on est, ça, on est un peu comme des Formule 1, quoi. Il faut vraiment que tout soit bien, sinon, sinon tu loupes le virage. Désolé pour cette petite métaphore Formule 1. Non, Je je trouve sais que pas si c'était ça la résume meilleure. c'est bien ça parce qu'en F1, il n'y a pas que le pilote, il y a toute l'équipe qui est derrière et ça reflète bien la notion de s'entourer en fait, hein. C'est la petite phrase ensemble, enfin tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et en fait, c'est ce principe-là. C'est si tu veux être freelance un an, te cramer les ailes et au bout d'un an faire un burn-out, retourner en CDD, CDI, ce qui est très bien aussi, hein, bien évidemment, pas de mal Mm. là-dessus, mais du coup avoir une mauvaise expérience freelance parce que tu t'es cramé les ailes, bah ouais, c'est pas le bon aspect. Il faut plutôt essayer d'avoir conscience, comme tu disais, de tout ça. Contraintes, Mm. enfin galère mentale, galère technique, galère organisationnelle. Les appréhender du mieux possible selon ton organisation, selon ton rythme de vie, etc. Et essayer de bien manager ta vie de freelance ou de solopreneur pour en ressortir gagnant. Non, il y a tout un tas de choses aussi, mais je pense que ça, on en reparlera dans d'autres podcasts, on pourra faire des émissions appropriées, mais il y a plein de choses à côté aussi importantes à faire pour se sentir bien dans son taf. Que ce soit, je sais pas, par exemple pour nous, c'est assez important quand même, le sport, bien manger, tu vois, ça peut être même de la méditation pour essayer d'évacuer tous ces problèmes-là. En fait, il y a vraiment tout un tas de clés à approfondir pour pouvoir résoudre tout ça. Et je pense qu'on va en parler dans tous les podcasts. Ça va être cool. On va faire des émissions spéciales sur chaque sujet. Donc, ça va être cool. Mm. Ouais, ouais, ça va être cool. Mais du coup, pour finir, je dirais qu'il faut peut-être aussi arrêter de réinventer la roue à chaque fois. Genre, j'ai l'impression que dès qu'on se lance dans un projet en freelance ou quoi, ou les gens autour de moi, ou moi-même, je vais prendre plutôt comme exemple, tu vois, j'essaie de réinventer la roue de c'est quoi le freelance, c'est quoi qui fonctionne le mieux, tout ça, d'essayer des trucs, alors que, ben, justement, l'organisation, enfin, ça existe déjà. Ça sert à rien de le réinventer. Je veux dire, s'organiser, ça a des bons côtés et tout ça. Et j'ai l'impression qu'on essaye souvent, euh, enfin, on se lance et on se perd, alors que si on structurait bien tout avant, on irait plus vite et plus droit. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais si on a un problème, il y a sans doute quelqu'un qui l'a déjà résolu et ça sert à rien d'essayer de perdre trop de temps à le résoudre si on n'y arrive pas. Ouais. Demander de l'aide, c'est pas une honte, hein. C'est normal Voilà, c'est ça. quand t'es freelance. Je voulais en venir à demander de l'aide, c'est normal, il faut pas avoir peur. Et moi, j'ai dans mon entourage une coach professionnelle et personnelle avec qui je discute beaucoup justement de tout ça, le travail, la charge mentale, les burn-out, l'organisation ou même le développement de soi-même. Et j'ai l'impression que ben, c'est tabou un peu et que ça pourrait résoudre tellement de soucis déjà d'apprendre à se connaître, de savoir nos limites et de prendre le temps de se retrouver aussi. Ben ouais, parce que ça montre que tu es fin. Je vais dire que tu es faible, mais enfin, tu n'es pas faible, tu es comme tout le monde en fait. Alors que, parce que du coup, sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, tu montres toujours les meilleurs projets, les choses cool qui t'arrivent, mais tu montres jamais toutes les galères, le jour où After Effects a craché, que du coup, tu as dû repasser 2 jours et que ça a tout pété dans ton orga. Enfin, tu vois, tu partages pas tous ces trucs-là. Et, et en fait, ouais, du coup, tu déifies toutes ces personnes-là.
Et en fait, par exemple, moi, je sais que enfin, j'aime beaucoup regarder les créatifs développeurs, les mecs qui ont des awards, etc. Mais en fait, tu te rends compte que, par exemple, moi, c'est des gens que j'admire, mais en fait, c'est des gens, c'est genre peut-être 5%, 10% du marché du web design. En fait, il y a plein de gens qui galèrent et en fait, enfin, il n'y a pas vraiment à se mettre la pression. En fait, c'est juste une petite niche et donc, du coup, il n'y a pas de. Ah, c'est pas, comment dire. euh, Tu t'es perdu. T'es pensé. Ouais, je me suis perdu Non, dans mais les pensées. je comprends le principe où on Désolé. se dit qu'il n'y a qu'un seul bon moyen, c'est d'arriver à leur niveau, je sais pas, à lui spécifiquement. Quand tu penses à quelqu'un, à ton référentiel, tu te dis bah ouais, j'aurais réussi quand je serais là où il est. En fait, tu te dis bah non, ce gars-là, c'est un secteur, c'est un truc spécifique, et finalement il y a d'autres secteurs qui me plaisent, il y a d'autres en fait, on a tous une approche différente de chaque projet, de chaque vie de freelance, de chaque évolution. Et mine de rien, c'est pas voilà, faut pas devenir la copie de quelqu'un, de toute façon tu pourras pas y arriver, mine de rien. Mais faut juste essayer de se cadrer et d'aller là où on veut aller, de le définir dès le début et de se mettre en condition pour y aller du mieux possible et dans les meilleures conditions. C'est ça. Et juste, ouais. Vis ta vie, regarde pas celle des autres et organise-toi en fonction. Et Ouais, prépare toutes les clés ce serait le bon et message. active toutes les clés pour réussir toi ce que tu veux faire et pas ce Exact. que les autres te disent de faire, en gros. Ça nous fait une très très belle conclusion, ça, les gars. Euh, on vous dit rapidement le sujet de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler donc de la surcharge mentale, comment la détecter, comment l'anticiper. Alors ce ne seront pas nous, hein, ce seront d'autres membres Sapiens qui seront sur le sujet. Mais voilà, toutes les semaines, l'idée maintenant, c'est maintenant qu'on a une vision un petit peu globale de ce quoi, non, pas du tout, de ce qu'est le podcast Sapiens. Maintenant, c'est de venir détailler un petit peu tous ces points-là au fur et à mesure des semaines, d'essayer de comprendre un petit peu plus quelles sont les galères mentales spécifiquement, quelles sont les galères techniques spécifiquement, comment les appréhender, les détecter et les résoudre. Et donc, ça commence dès la semaine prochaine avec la surcharge mentale. Ok. Est-ce que les gars, vous avez des ressources que vous souhaitez partager? Donc, on n'a peut-être pas forcément parlé pendant le podcast, des choses que vous avez lues, qui vous ont accompagné, des choses que vous avez vues, que vous avez écrit peut-être. Ben, en rapport avec le sujet, je dirais, enfin, je l'ai pas lu, mais une bonne ressource, ça peut être genre les accords Toltec, je crois, ou Tolkien. Non, il y en a un, c'est un écrivain, et l'autre, c'est les bons trucs. Je crois que c'est les accords Toltec, ça peut peut-être intéresser des gens. Ok, je le note, je l'ajouterai, je vais le retrouver, on l'ajoutera en dessous du podcast. Et c'est quoi? Bah, ce sont des accords qu'une personne a définis, où tu juges pas les autres, etc. Donc, c'est un peu une méthode de pensée, une méthode de vie. Et je trouve qu'il y a 2-3 points intéressants. Et ça peut peut-être être mis dans un domaine professionnel à voir. Mais je crois que c'est assez connu, hein. Ok, ah ouais, non, ça me dit rien du tout, je connaissais pas. Ok, Donc c'est une demi-ref. c'est une demi-heure, c'est une ref approximative, mais on va vous retrouver le tout et on va mettre ça. Mais moi, j'ai une ref, alors ça s'appelle workresponsibly.org. C'est Alex Nezetril qui est alors je crois qu'il est passé chef DA, enfin lead designer. Et en gros, c'est un designer qui a conçu un site qui regroupe voilà des ressources pour une approche un peu plus healthy du travail. Comment gérer le stress, le sommeil, la concentration, la confiance en soi, la motivation et l'anxiété. Et en gros, il y a beaucoup de références là-dessus. Alors évidemment, on mettra le tout juste en dessous. Mais voilà, c'est un workresponsibly.org, c'est un site qui est extrêmement bien fait, qui est vachement sympa, qui est fait avec Webflow, et qui regroupe des ressources en anglais, mais extrêmement intéressantes. Ok, très cool. Eh ben, écoutez, merci les gars d'avoir été là durant ce podcast. On atteint pratiquement l'heure, donc c'est top. J'espère à toi auditeur que ça a été intéressant, que t'as vraiment apprécié écouter ce podcast et que ça t'a apporté. Si évidemment t'as des choses à ajouter, n'hésite pas à nous contacter. Alors il me semble pas qu'on puisse ajouter sur Anchor ou Spotify des commentaires en dessous, donc n'hésite pas à nous contacter sur Twitter, LinkedIn, peu importe. On prend tous tes retours. Ou la chaîne de. Oui, Exactement. non, j'allais dire la chaîne de Sapiens, mais en fait, non.
La chaîne de Sapiens parce qu'évidemment, oui, on peut en parler. On a une chaîne aussi, si tu ne nous connais que par le podcast, on a une chaîne YouTube qui s'appelle Sapiens Sapiens. Alors, pour pas te mentir, le référencement est pas encore optimal. Si tu tapes uniquement Sapiens Sapiens, tu vas tomber sur des vidéos un petit peu bizarres. Mais ça, c'est pas nous. Taper Sapiens Sapiens Webflow derrière ou autre et tu vas tomber sur notre chaîne voilà, qui parle de beaucoup de choses, de design, de freelancing, de Webflow. On n'est pas sur une approche des galères, on est plutôt sur une approche de discussion, de présentation, de petites fonctionnalités, voilà, d'échanges rapides et dans la bonne humeur tous les mercredis soirs en live à 18h. Et puis voilà. Bon, écoutez, merci les gars. Merci à vous. Merci. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine, même jour, même heure, pour le nouveau podcast. Salut. Salut. Salut, ciao.